Deuxième présentation, et là vous allez souffrir parce que voilà, j'ai mis un peu plus de diapos. Hein. L'objectif, c'est pas de présenter par espace géographique concerné quelque chose de clé en main pour dire voilà, le plan d'échantillonnage et mon protocole sur mon territoire, c'est celui-là, pour suivre les niveaux d'abondance et les tendances démographiques des populations de bouquetins. L'objectif de cette présentation, c'est simplement vous rappeler l'état d'esprit de ce qu'on se doit de mettre en œuvre sur nos territoires respectifs. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un constat qui a été partagé par l'ensemble des partenaires, c'est que d'une part le suivi démographique des populations de bouquetins, ça relève des objectifs prioritaires des gestionnaires que nous sommes. Voilà. Ça nous permet entre autres d'évaluer l'état de conservation des populations et de faire le parallèle par exemple avec des explications sanitaires, génétiques, etc. L'objectif, c'était de mettre en place une méthode qu'on puisse partager, mais qui soit adaptable au contexte humain et, on va dire, populationnel démographique de chaque territoire, parce qu'on a tous des spécificités. On avait constaté de manière collégiale qu'il y avait un manque de fiabilité et de robustesse dans les protocoles existants qui étaient dits protocoles de comptage exhaustif, que je mets entre guillemets, qu'on appelait côté français communément comptage flash, approche ou affût combiné. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, on va tous travailler ensemble, on va collecter des jeux de données et on va voir ce qu'on peut faire en termes de méthodes et en l'occurrence la mise en place de ce qu'on appelle des indicateurs de changement écologique. J'y reviendrai dessus après, mais je vous dis tout de suite de quoi il en retourne. Les indicateurs de changement écologique, c'est des indicateurs qui nous permettent de mesurer dans quel état d'équilibre la population est avec son milieu d'accueil. Donc il y a trois types d'indicateurs. Il y a des indicateurs d'abondance, c'est ceux sur lesquels on a travaillé préférentiellement. Il y a des indicateurs de performance écologique, donc tout ce qui est prise de mesures biométriques ou autres. Et il y a des indicateurs de pression sur le milieu. Je vous le dis tout de suite, les indicateurs de pression sur le milieu, on les a éludés, puisqu'on ne peut pas quantifier l'impact de la pression de population d'IPEX sur le milieu au regard de la présence de populations faune domestique. Voilà. Donc l'idée de cette présentation, c'est de faire un petit rappel sur ce que sont les ICE et revoir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Je ne dis pas que les méthodes dites exhaustives ne sont pas appropriées à certains contextes démographiques, au contraire elles le sont, mais il y a beaucoup de travers dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est ce sur quoi on va revenir aujourd'hui. Donc pour ce faire, on était pilote, mais on a passé une prestation de service, et c'est l'ONCFS, aujourd'hui Office français pour la biodiversité, qui ont été retenus. Donc c'était l'équipe de Mathieu Garel et Carole Teugo à JR à Grenoble. Donc pour penser un petit peu, je vous fais un retour sur l'historique de réalisation du travail. Pour penser ces 3 années de réflexion, on a eu un premier comité de pilotage où on s'est tous rencontrés et on a validé les objectifs et on a fait le point sur les jeux de données existants. Parce que vous allez le voir, les jeux de données existants, tout le monde en a, mais ceux qu'on peut valoriser, au final, il n'y en a pas beaucoup. Je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qui a été partagé lors de ce premier comité de pilotage? C'est que, ce que je vous disais, le protocole doit être adapté aux différents contextes humains que vous avez chacun dans vos espaces gestionnaires et aux différents contextes populationnels, donc démographiques, des populations que vous suivez. Globalement, on est sur des méthodes indiciaires, donc on va travailler sur ce qu'on appelle les IPS ou les IPA, donc les indices pédestres d'abondance, soit par transect circuit, soit par point d'observation. Et encore une fois, les contextes sont différents et il faut que vous soyez en mesure de transposer ces méthodes aux moments, aux périodes qui vous sont les plus opportunes, parce qu'on a tous nos contraintes et on ne peut pas dire tous les espaces de l'Alcotra, vous mettez en place ce protocole sur cette quinzaine-là, voilà, ça ne peut pas marcher ça, on n'y arrivera jamais. Donc l'idée c'est de fournir des billes, des outils, pour qu'on fasse tous la même chose et qu'à la fin on mette tous nos jeux de données dans un même sac et qu'on puisse analyser à grande échelle. C'était l'objectif. Donc les jeux de données que nous avons récupérés, ça a été compliqué, on a beaucoup discuté. Globalement, ce qu'il fallait, c'était des jeux de données numériques et des jeux de données géographiques, enfin avec géolocalisation. On a dans les parcs, en tout cas côté français, on a des quantités colossales d'archives avec du suivi numérique, mais on avait beaucoup de pertes en ligne sur tout ce qui était localisation des observations faites par le passé, et donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas valoriser. Donc là, vous avez un petit peu une photographie de ce qui a été collecté. Donc petit rappel sur les ICE. Lionel, si je dis des bêtises, tu cries et tu me... Voilà.
Mais donc rappel, un petit comparatif entre les méthodes dites exhaustives que je mets entre guillemets et les méthodes dites indiciaires, donc les ICE dont je vous ai parlé. C'est une revue non exhaustive, je précise. Donc les questions que tout le monde se pose, c'est combien d'individus on a dans notre population. Donc c'est ce qu'on appelle les suivis d'abondance. La photo est assez parlante. Mais en fait, on part du principe qu'il faut réduire une équation qui est très simple. C'est combien d'animaux sont comptés, donc c'est l'effectif fois la probabilité de détection in situ. Sur les suivis d'abondance avec une approche dite exhaustive, on part du principe que la probabilité de détection est égale à 1. Donc E est égal à C. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, même souvent pas le cas. En fait, je vais lire là-dessus parce que ce sera plus simple pour moi. Donc il y a différentes méthodes qui existent que vous connaissez sur d'autres espèces. Là, je vous ai mis une poussée sur le lièvre, donc poussée silencieuse. Il y a diverses battues, et puis il y a ce qu'on appelle communément les comptages approche et affût combinés. Donc l'objectif, c'est d'estimer l'effectif réel d'une population à un endroit donné, à un moment donné, et sans répétition. Donc c'est une photographie. On fait une photographie, on détecte un certain nombre d'individus, et on dit il y a X individus dans la population à cet endroit donné, à ce moment donné. Et donc ce que je vous disais, est-ce que cela fonctionne? La réponse est oui. Et puis en fait, je vais tricher, mais je vais vous dire, la réponse est oui, c'est-à-dire que cette méthode, elle fonctionne dans des contextes démographiques particuliers. Donc les contextes démographiques particuliers, ce sont le chaos démographique ou la colonisation spatiale, c'est-à-dire que quand on est dans une phase où il y a une croissance exponentielle ou une diminution chaotique de la population, effectivement, des one-shots de photos, ça nous permet de conclure quand il y a une tendance démographique, puisque c'est bien ce qu'on veut savoir pour avoir une idée de l'état de conservation. Mais quand on est en contexte de densité-dépendance équilibrée, entre guillemets, je mets entre guillemets, ces méthodes, elles sont plus adaptées et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est des exemples que je voulais vous donner. Alors, en fait, on a deux problèmes. On a un problème de justesse et de précision. Donc le problème de justesse, il est lié à la sous-estimation, et le problème de précision, il est lié aux variables qu'il peut y avoir quand on procède à un comptage. Donc il y a deux exemples que je vous présente. Il y a les données issues de massifs du Beldon, donc un site qui est suivi par l'OFB en France. Donc vous voyez qu'il y a une sous-estimation. Donc c'est deux sites qui sont suivis par CMR en parallèle, donc capture, marquage, recapture. Donc on a une vision très claire de ce qui se passe. C'est à la limite, c'est ce qu'il y a de plus fiable si on a les moyens de faire les choses correctement, illimité, c'est ce qu'il faudrait faire. Le fait est que ce n'est pas le cas. Mais on a quelques sites de référence en France qui nous permettent de statuer et de dire attention, là il y a un problème d'interprétation des résultats si vous vous cantonnez à ces méthodes. Donc on voit bien, chaque année il y a des comptages, il y a un effectif minimal qui est estimé en CMR, et il y a l'effectif, donc comptage, la deuxième colonne après année, qui est faite en comptage flash. Et on voit qu'on a des variabilités, mais que globalement, systématiquement, on sous-estime, ce qui est normal. Et puis après, je vous ai mis le cas du bargier en France, que vous connaissez tous également. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avant abattage, et je vous ai mis 2 années d'abattage, donc 2 mois d'abattage au sein d'une même année, donc en septembre 2013 et en été 2013. Globalement, on fait un comptage flash avant abattage. On repasse après, on fait un comptage flash, on retombe sur 282 individus, alors qu'on en a prélevé 233. Et en fait, quand on fait le comparatif avec les méthodes de CMR, on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'on n'est pas capable de mesurer correctement l'impact d'une opération de gestion de cette ampleur et de cette importance. Voilà, donc c'était 2 exemples qui sont très parlants et qu'il faut avoir en tête. Et c'est ce pourquoi, au sein de nos établissements respectifs, on est en train de faire évoluer nos méthodes. Voilà, pour tendre vers cela. Alors vous verrez qu'on atteint un objectif intellectuel, c'est-à-dire qu'on connaît les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Le fait est qu'aujourd'hui, on rencontre des difficultés humaines et financières pour mener à bien ces suivis, on va dire, dans de bonnes conditions. Et donc c'est pour cela, mais j'y reviendrai après dans la présentation, que dans la logique du travail qu'on a conduit, on s'est dit, puisque les effectifs bougent et les missions évoluent au sein des établissements, il faut qu'on soit capable de s'adapter à ces changements et de comprendre ce à quoi on peut réellement répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part avec un objectif de détection de 30% de variation dans une population, avec une certaine force de frappe d'agents terrain. Si jamais il y a une suppression de la moitié de ces postes et qu'on n'est plus capable de tenir cette pression-là sur le terrain, on ne répond plus aux mêmes questions. Et donc, en fait, intellectuellement, on se doit d'être juste sur ce qu'on va avancer.
Donc en fait l'idée c'était de construire des abacs, mais je vous en reparlerai après. Donc il y a trois causes qui sont trois causes majeures qui font que la probabilité de détection elle n'est pas égale à 1. J'y reviens très rapidement. La détection imparfaite, voilà, donc en milieu forestier par exemple, voilà, ou quand il y a des individus les uns derrière les autres. Pour mémoire également, ça veut dire qu'il faut que la probabilité de détection soit constante, et donc globalement ce qu'on préconise quand on fait ces suivis d'ongulés de montagne, c'est de caler des circuits ou des points d'observation en milieu supraforestier pour enlever la variable forestière, et donc la probabilité soit constante, toujours dans le même milieu, parce que c'est pas la même en milieu forestier et milieu ouvert. Donc ça c'est la première cause. La deuxième cause c'est l'immigration temporaire, les photos parlent d'elles-mêmes, à 10 minutes près, sur un secteur de comptage, on passe à côté de quelque chose. Et puis c'est la taille du groupe. Là c'est aussi évident, plus la taille du groupe est importante, plus la détection est aisée. Donc comment s'en sortir? Je passe très vite, c'est des redites et tout ça vous l'avez dans les documents dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais il faut reconnaître que la probabilité de détection est inférieure à 1. Voilà, donc en fait ça n'a pas de sens de se dire sur un espace donné, à un moment donné, il y a 2652 individus, on a un effectif minimal détecté, ce qu'on appelle à l'année N, à un endroit donné, mais ça ne nous permet pas de conclure quant aux tendances démographiques. Et ce qui nous intéresse, c'est bien les tendances démographiques. Ce qui signifie également dans ces méthodes, et c'est là le grand changement d'approche, qu'il faut faire des répétitions. Les graphes parlent d'eux-mêmes. Plus on fait de passages, bon après il y a des choses à prendre en compte, mais plus on réduit l'intervalle de confiance autour de la moyenne et on a une vision juste de ce qui se passe dans notre population en faisant passer des modèles de régression dans ces données-là. L'objectif également, donc il y a la notion de plan d'échantillonnage, je fais bien le distinguo entre les deux. Le plan d'échantillonnage, c'est comment on échantillonne spatialement et temporellement parlant notre population. Et après, il y a le protocole. Le protocole, c'est comment on le met en application. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est que le protocole de mise en œuvre sur le terrain, il doit être béton, ça doit être hyper standardisé. C'est les mêmes heures de passage, c'est des observateurs qui sont formés. Voilà, il y a tout un tas de choses. Il faut avoir de bonnes conditions de visibilité, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un incompressible sur tous les suivis FON qu'on mène dans nos établissements. Voilà, il faut que ça soit standardisé, sinon on n'en tirera rien. Il faut intégrer dans l'analyse des facteurs qui font varier P. Donc là, j'ai mis l'exemple de la température. C'est pour ça que dans les protocoles, une fois de plus, on standardise, on dit on passe le matin pendant qu'il y a le pic d'activité et qu'il fait frais et que les animaux bougent, parce que si ça bouge, on détecte et donc on est plus performant. Si on passe en plein milieu de la journée, on passe à côté. Et puis si on peut, parce que on a rencontré ces difficultés-là dans la démarche Chamois-Isard en France, inclure dans le protocole une estimation de P, donc soit par la distance, parce que les méthodes IPS, IPA, c'est ce qu'on appelle des méthodes de distance sampling, soit en intégrant, en calculant cette probabilité de détection, en intégrant un double observateur, c'est-à-dire l'individu A il détecte tant, l'individu B détecte tant, et donc on est capable d'estimer la probabilité de détection. C'est dit très simplement, mais c'est le spirit qu'il faut retenir. Donc voilà, si je récapitule, globalement un plan d'échantillonnage pour que ça fonctionne et pour qu'on arrive à répondre à nos questions de tendance démographique, il faut qu'on ait une neutralité dans les échantillons qu'on va suivre. Donc je dis n'importe quoi, on prend le parc national de la Vanoise, on a X populations, donc il faut définir des territoires sur lesquels on va suivre. Donc en théorie, cette unité géographique de suivi, ça va être l'unité populationnelle, c'est ce qui est le plus cohérent. Donc en Vanoise, on dit on a 3 populations, voilà, tac. Donc au sein de chacune des populations, il va falloir définir un nombre de circuits et de points qu'il va falloir répéter un certain nombre de fois. Donc ça, c'est le plan d'échantillonnage. Et pour qu'il soit statistiquement représentatif, il y a une notion fondamentale qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut que cet échantillon soit représentatif, donc en nombre suffisant. S'il n'y en a pas assez, on n'arrive pas à les faire parler, et qu'il soit neutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'orienter. Je prends un exemple. Par exemple, une fédération de chasse qui veut continuer à chasser du chamois dans une zone particulière et qui veut se plier à ces méthodes-là, elle va échantillonner et elle va échantillonner sur des fronts de colonisation, et donc forcément ce qu'on va montrer, c'est une augmentation des populations, et donc on va dire on va pouvoir taper plus sur les populations de chamois. Mais ça, c'est un biais dans l'échantillonnage et dont on se doit de s'affranchir. Donc il faut prendre des zones en front de colonisation, des zones qui ne sont pas en colonisation, des zones de densité dépendance, pour avoir une vision holistique de la chose.
Et puis la standardisation du protocole. Donc on répète les circuits et les points un certain nombre de fois chaque année à la même période avec une météo favorable et des observateurs entraînés sur un court laps de temps. Donc ça aussi c'est une notion très importante, c'est que pour travailler sur ces méthodes-là, on dit qu'il faut que la population échantillonnée soit close, donc il n'y ait pas d'émigration, pas d'émigration, pas mortalité, pas de naissance. Et pour que cette population soit close, eh bien, le plus simple c'est de le faire dans un laps de temps le plus contraint possible. Donc si on peut faire 4 passages en 4 jours, c'est l'idéal. Si on fait 4 passages en 2 mois, on va passer à côté d'un certain nombre de choses également. Voilà. Donc c'est sur ces principes-là que reposent les méthodes indiciaires. Donc là, on retrouve une slide, je ne rentre pas dans le détail, mais on retrouve les 3 grandes familles d'ICE qui existent et qui sont éprouvées statistiquement sur des sites, d'ailleurs, petite parenthèse, sur des sites où on fait de la CMR, c'est-à-dire qu'on fait des analyses de données, on met en place des méthodes, et ces méthodes, elles sont éprouvées sur des sites où il y a de la capture, marquage, recapture, pour dire oui, ça marche, non, ça marche pas. C'est ce qu'on fait sur le sanglier, c'est ce qu'on fait sur le chevreuil, c'est ce qu'on fait sur le cerf, ce qu'on fait, voilà. Donc là, c'est ce qui s'est passé aussi. Et donc sur le bouquetin, l'idée, c'est de s'affranchir de celui-là, parce qu'on peut pas le mettre en œuvre, et d'arriver avec des outils qui nous disent, voilà, on est capable de comprendre une tendance démographique au regard d'un plan d'échantillonnage et d'un protocole que vous avez mis en œuvre. Donc on est sur des approches d'abondance, et on coupe cette approche abondance avec l'approche performance écologique. Donc dans la performance écologique, si on a des sites où on fait de la capture d'IBEX régulière, ça peut être la mesure des cornes. Le fait est que c'est compliqué à déployer dans tous les espaces parce qu'il faut des moyens, il faut des outils, il y a une variabilité dans la prise de mesure qui est énorme. Et donc en fait, le plus simple chez les ongulés, et encore plus chez les ongulés de montagne, c'est de travailler sur la fécondité, c'est-à-dire le nombre de cabris par rapport au nombre d'adultes total. En faisant des comptages, c'est des choses très simples. Et en fait, avoir ces indications-là, ça nous renseigne quand même bien pour savoir où on se trouve sur la courbe de tendance démographique. Parce qu'une population en chaos démographique, elle va avoir tendance à se stimuler, donc il va y avoir une production de petits, il va peut-être y avoir des cas de gémellité, etc. Et ça, ces indices-là, ça nous permet de comprendre, de mettre en vis-à-vis la courbe d'abondance et la courbe de performance, et savoir à peu près où on se trouve au niveau de la courbe, et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc les objectifs de les livrables de ce WP, il y en avait 4. Donc il y a un rapport d'étude qu'a réalisé l'ONCFS et qui fait état de toutes les analyses qui ont eu lieu sur les jeux de données dont je vous ai précédemment parlé. Il y a une deuxième petite production qui a un petit plus, qui est une présentation synthétique de quels sont les avantages et les inconvénients des méthodes indiciaires, donc non exhaustives, et les méthodes approches et affûts combinés dites exhaustives. Voilà. Et c'est un bon outil pour communiquer avec l'ensemble des partenaires qui ne sont pas spécialement formés à ces nouvelles méthodes. Je pense notamment, en tout cas de notre côté, côté français, aux fédérations de chasse et à CCA, Association communale de chasse agréée. Il y a une note qui est là aussi, là, j'en ai imprimé un exemplaire, mais vous l'avez eu sur la stratégie d'échantillonnage, je vais y revenir après, et la table de puissance.